Salut Audrey! Salut Sarah! Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, Audrey. Ça fait 2 ans que l'on se connaît, je pense, et qu'on échange par intermittence. J'ai eu l'occasion moi-même de passer sur ton propre podcast. Et puis Audrey, j'ai toujours aimé ce que tu partages sur les réseaux sociaux, ton énergie, mais aussi ta personnalité. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui que tu nous fasses profiter de tout ce que tu sais, de ce que tu as mis en place. Tu es entrepreneur depuis plusieurs années maintenant et tu as coaché combien de femmes? Un peu plus de 300. Voilà. Donc, tu vas pouvoir aussi, peut-être nous partager des tips qui vont aider toutes les personnes qui vont nous écouter et je sais que tu es généreuse en conseils et qu'on va passer un agréable moment ensemble. Donc Audrey, peut-être que tu peux te présenter pour commencer? Merci beaucoup Sarah, déjà, oui, 2 ans, déjà 2 ans, oui. Et ben moi, je suis Audrey, fondatrice de Ma Cohérence, hôte du podcast Le Bonheur me va si bien, sur lequel j'ai eu la chance de te recevoir pour parler respiration. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes à se remettre au cœur de leur vie, à se faire confiance, à trouver leur équilibre et leur propre cohérence. Parce que si j'ai appelé mon entreprise Ma Cohérence, c'est parce qu'elle m'a permis à moi de trouver ma propre cohérence, mon harmonie entre toutes les sphères de ma vie. Je suis aussi maman d'une petite loulou de 6 ans, maman solo à 70% du temps. Donc, je jongle entre mes différentes casquettes et je suis passionnée comme toi par ce que je fais. Je pense que c'est ça qui nous aide aussi beaucoup à avancer. Et voilà, moi, ça, j'ai trop hâte de pouvoir échanger sur le sujet du jour qui me tient en plus énormément à cœur. Oui. Un sujet qui paraissait peut-être un peu sporadique il y a quelques années, mais là, j'ai l'impression que toutes les femmes à qui je parle autour de moi ont au moins déjà vécu un burn-out ou un épisode d'épuisement dans leur vie. Donc c'est assez impressionnant de se dire que dans un monde où tout est plus simple, en fait, non, pas spécialement pour nos émotions. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que aujourd'hui on voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler de burn-out et on voit des personnes s'épuiser autour de nous? Bah, je pense qu'il y a des facteurs multiples parce que même si tout est plus simple et tout est plus accessible, on a beaucoup plus de pression d'être dans la performance, super-performance. Je dois faire, je dois être, je dois tout faire en même temps parce qu'en plus, comme tout est plus facile, apparemment, bah, je dois faire encore plus. Il y a aussi, je pense que parce que le burn-out officiellement, c'est que au travail. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas que au travail, mais voilà, ça a été reconnu comme maladie professionnelle et ça a un terme typiquement travail. Mais donc on va partir de là. Il y a aussi, je trouve que de plus en plus de salariés ne trouvent plus de sens à leur travail. Ils sont complètement déconnectés de ça, ça ne les nourrit plus parce que, bah, les entreprises n'ont plus les mêmes valeurs, n'ont plus les mêmes envies, n'ont plus les mêmes besoins et ils sont moins proches de leurs salariés. Donc, ça fait un petit peu, effet boule de neige, plus de sens au travail. Pourtant, c'est là où je passe le 3/4 de mon temps. On me demande toujours plus et au bout d'un moment, bah, ça finit par, je m'écrase, je me crache et puis, tu ajoutes à ça, bah, les obligations familiales de maman. Parce qu'il y a quelques années aussi, les mamans, je pense, étaient beaucoup plus solidaires les unes avec les autres que ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, donc, l'individualisme de la société aussi. Mais Ouais. tous ces petits facteurs, ça fait des plops et je le vois aussi moi dans ma communauté, c'est impressionnant le nombre de femmes qui frôlent le burn-out, qui sont en burn-out, qui s'en remettent, qui en ont fait 2. Je trouve que c'est hyper impressionnant. Oui. Tu accompagnes plutôt les entrepreneuses ou les salariés? Les 2. Ouais. Ça peut être aussi bien les 2. Je sais, enfin, on est assez bien placé pour savoir quand on prend en tant qu'entrepreneur, on est sujette à ça parce qu'on donne beaucoup, on n'a pas forcément un cadre, donc contrairement à certains salariés. Mais moi, pour moi, c'est les 2 et beaucoup et aujourd'hui plus de salariés parce que, bah, pas de sens au travail. Ouais. Et donc en fait, c'est intéressant de se dire que, un type de contrat ne nous prémunit pas. Et donc, qu'est-ce qui peut nous prémunir en fait? Quels sont, les outils qu'on peut avoir ou au moins les prises de conscience qui peuvent nous aider à, je vais poser une question un peu bizarre, à prévenir le burn-out, sachant que l'une des caractéristiques du burn-out, c'est justement le déni et elle est là toute la difficulté. Bah, je pense que déjà, le prendre soin de soi de manière générale, de manière holistique tout au long de l'année, c'est pas toi qui vas me dire l'inverse. Bien manger, bien dormir, faire du sport, faire attention à sa respiration, c'est le b.a.-ba. Si déjà on fait ça, logiquement, on est déjà mieux. Et puis, bah, c'est quand même d'avoir cette petite notion de vigilance. Moi, j'aime bien écrire. Je suis une fan, tu sais, de journaling et de bullet journal. Écrire chaque jour et me demander comment je me sens chaque jour. Tu sais, mais vraiment honnêtement de moi. Pas, comme parce que oui, il y a le déni, il y a cette phase où, tu sais, je rentre dans un voilà, j'ai besoin, donc je vais me dépasser quelques semaines et puis ça va aller. Et puis je vais me dépasser quelques semaines, ça va aller, ça devient, je suis en surcharge de manière permanente. Donc, c'est se poser des questions simples régulièrement. Comment je me sens? Où j'en suis? Où en est ma batterie? Et ça aide un petit peu à
Arrêter, oh, j'ai juste besoin de vacances. Ok, mais si après tes vacances, tu te redis que ta batterie est encore vide, il y a peut-être un problème. Ouais. Comment on arrive à avoir un vocabulaire assez enrichi pour bien répondre à la question de comment je me sens, hormis le ça va? Moi, en le faisant régulièrement, parce que comment je me sens, c'est juste, mon corps est tendu, ça peut commencer comme ça. Je me sens fatiguée, je me sens triste. Toi, c'est juste un mot, parfois, il n'y a pas besoin de dire plus, c'est juste le conscientiser, être là dans le moment présent. Stop, je pense plus à rien, je suis juste là avec moi-même et qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Que vous ayez un vocabulaire hyper développé ou pas, on s'en moque en première phase, c'est juste là. Mon corps, il me transmet quoi comme message? Mmh. Et donc comment on identifie les signes d'un burn-out? Alors, les signes d'un burn-out, ils vont être évolutifs. Ça va être, d'abord, tu cette fatigue. Tu es un peu fatigué, tout ça, puis cette fatigue, elle passe pas, elle s'installe. Tu peux devenir aussi un peu irritable, un peu agacée, moins patiente avec les enfants, avec le patron, avec tout ça. Ressentir de plus en plus d'anxiété. Puis quand arrivent les troubles du sommeil, problèmes digestifs, les maux de tête, on est déjà mal quand même. Donc, c'est tous ces signes-là qu'il faut voir. Je pense déjà de l'état de fatigue général. Si j'arrive pas à récupérer en un week-end, en une semaine de vacances. Et puis, toutes ces les oublis, on oublie beaucoup de choses quand on est fatigué, qu'on est par un burn-out. Et puis cette anxiété, cette nervosité, palpable, à longueur de temps, sans avoir l'impression d'avoir de répit et d'avoir l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules. Ouais. Tu avais déjà toi-même vécu un burn-out, Audrey? Non, mais j'en suis passée par là. OK. Je connais les troubles digestifs, je connais les migraines, je connais les oublis, j'avais même oublié mon rendez-vous chez l'ophtalmo. J'y suis allée, hein, mais je l'ai rappelé 3 mois après pour reprendre rendez-vous. Ouais. Ouais. Donc en fait, en réalité, la limite est très fine entre ce sentiment d'épuisement et vraiment le diagnostic burn-out que pose un médecin, en fait. Mmh mh. Il y a la rupture. Ouais, tu as vraiment ce côté, je suis fatiguée, je suis pas bien, puis je vais tenir, je vais me prendre un petit week-end, je vais me reposer, je vais me coucher un peu plus tôt le soir, ça va aller. Et si c'était que ça le problème, ça irait. Jusqu'au moment où tu as une rupture et cette rupture, ça peut être, je peux plus me lever le matin. Mmh. Je connais une personne qui a fait une tentative de suicide par rupture parce qu'elle se sentait incapable de continuer à vivre. Quand on est maman, ça peut être, je ne peux plus voir mes enfants parce qu'ils sont trop énergivores pour moi et mon corps, il est en panique parce que je peux plus. Donc, tu as vraiment une phase, à un moment, si tu vas trop loin, si tu es pas diagnostiqué au moment où tu es un peu, vraiment dans cette phase d'épuisement, le burn-out en lui-même, c'est vraiment la rupture. Le corps lâche, on pète un câble et on ne pète pas toujours un câble de la bonne façon. Donc, voilà. Oui. Ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est que c'est ultra sérieux, hyper carré et en fait, tu sais exactement, comment intervenir et à quel moment. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est complexe avec le burn-out, c'est qu'en général, c'est le médecin donc qui pose un diagnostic. Ensuite, il y a un suivi psychologique. Donc à quel moment intervient le coach? Parce qu'en réalité, de ce que je sais, c'est quand le coach ne peut intervenir qu'en phase de récupération. Mais peut-être que enfin, explique-nous en fait, quel est le processus? C'est quoi l'accompagnement pour vraiment sortir? Et à quel moment est-ce qu'on identifie qu'on a vraiment guéri? Alors, moi, en tant que coach, je peux intervenir à 2 stades. Avant, c'est-à-dire dans la phase où tu es en fatigué, où tu sens que tu as encore un peu, tu vois? Puis moi, je détermine si quelqu'un qui a vraiment des troubles du sommeil, des maux, je vais vraiment l'orienter vers un psy tout de suite. Mais quelqu'un qui est en phase où qui a juste besoin, de reprendre le contrôle, de poser ses limites, de dire stop et de se remettre un peu au cœur de sa vie, je peux travailler avec lui en amont. A posteriori, une fois que la rupture, elle est là, je peux pas, moi, coach, travailler avec parce que tu as besoin d'une énergie pour être coaché. Si tu as pas d'énergie, tu n'es pas. Il y a des coachs qui le font, qui se sont spécialisés là-dedans, mais parce qu'ils travaillent justement sur cette ressource d'énergie. Et comment tu sais que tu es remise d'un burn-out? Tu le sais pas parce que tu reprends de l'énergie et que c'est constant. C'est pas juste un matin, je suis trop en forme, mais le soir, je suis HS. Non, j'ai quand même potentiellement une énergie qui revient, qui est là de manière constante. Le stress s'est éloigné et j'arrive mieux à gérer mes émotions. Je suis moins dans l'anxiété, moins dans l'irritabilité, je suis, plus détendue, plus zen et ouais, j'ai vraiment le point capital de toute façon dans le burn-out, c'est l'énergie. Où est-ce que j'en suis avec mon énergie? Si, aller aux toilettes ou, même aller faire des courses, ça vous épuise, non, on n'est pas encore là. OK. Et donc à quoi est-ce qu'on reconnaît une sortie de burn-out? C'est ça, C'est c'est cette quand idée de ouais. ton énergie, tu sais que alors pour moi, une personne qui fait un burn-out et qui va malheureusement jusqu'au bout, peut ne jamais s'en remettre totalement. Peut ne jamais récupérer la totalité de sa batterie énergétique et peut, se sentir beaucoup moins performante et ça, c'est très difficile parce qu'il faut faire le deuil de la personne que l'on était avant et là, il y a tout un travail à faire, psychologique de deuil parce qu'on n'est plus la même. Donc c'est plutôt se dire:
j'ai plus ce niveau de stress, cette anxiété. J'ai fait aussi le deuil de cette énergie que j'avais avant, que j'ai plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je fais, je me sens bien. Je me couche le soir, je suis fatiguée, mais c'est une fatigue normale. Et ça, sur plusieurs semaines d'affilée. OK. Donc c'est quand on se pose la question régulièrement de comment je me sens et qu'on identifie que sur une continuité de plusieurs semaines, je pense que jours c'est trop peu, c'est plusieurs semaines, mon niveau d'énergie est correct et j'arrive à le piloter, j'arrive à en avoir conscience et j'arrive donc, ce que tu disais, à poser mes limites et cetera. Mmh. OK. Hem, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un kit de survie, en quelques outils comme ça, un kit de survie qu'on pourrait, dérouler lorsqu'on se sent sur cette phase d'épuisement et qu'on se dit: «Ah bah tiens, là franchement j'ai vraiment envie de faire quelque chose, quoi». Mmh. Bah, le premier outil qu'on a tous à disposition, c'est la respiration. Donc déjà, moi, je conseille toujours à mes clientes de faire un petit, 3-6-5, donc 3 fois par jour de se poser un petit peu, de faire de la cohérence cardiaque. On met une alarme sur son téléphone, juste en ayant conscience du moment, parce que c'est ça aussi le burn-out, c'est ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, tout le stress monte tout au long de la journée et il y a jamais de phase de récupération. Donc quelques petites phases de récupération. Alléger sa charge mentale, on a trop, donc là, moi, j'ai l'outil magique, c'est mon bon vieux bullet journal dans mon carnet qui est sous mes yeux là, qui m'aide à structurer ma vie perso, ma vie pro, mes projets, mes envies, mes idées, mes besoins, tout dans un carnet et du coup, bah, c'est plus dans ma tête et ça me porte moins sur les épaules. Le journaling, j'en ai parlé parce que moi j'adore et je pense qu'écrire un petit peu chaque jour pour se demander simplement comment on est, même si on met qu'un mot, et ben, ça aide à identifier les phases où on n'est pas bien, ça aide à se dire à trouver aussi la racine de pourquoi on n'est pas bien et à se dire: «OK, qu'est-ce que je fais?» Demander de l'aide, savoir demander de l'aide. N'ayez pas honte de demander de l'aide si vraiment vous sentez que c'est trop pour vous, que vous êtes trop loin, que vous n'allez pas assez, que vous n'arrivez pas à demander de l'aide avant qu'il soit trop tard, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne se remet jamais complètement pour moi d'un burn-out. Et le dernier outil qu'on a aussi tous et toutes à disposition, ce sont nos émotions. Elles nous disent quoi? Elles nous racontent quoi? Elles veulent quoi? Je suis frustrée, ça veut dire quoi? Je suis en colère, pourquoi? Je me sens amère, pourquoi? Je ressens plus d'émotions positives, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a ça aussi, on s'isole beaucoup quand on est en burn-out ou en pré-burn-out. Donc, bah, je ressens plus d'émotions positives. C'est pas la dépression, parce que j'ai encore l'énergie d'y aller, j'ai encore l'envie d'y aller. Mais derrière, les émotions positives, elles s'amenuisent de plus en plus. Donc il y a aussi les émotions qui sont un bon indicateur. Mmh. Tu as cité pardon, plein de mots-clés. La première, c'est charge mentale. Comment on arrive à identifier que là, on est en surcharge? On le sent, on le ressent, tu sais, c'est ce poids sur les épaules, la lourdeur, ce cette impression d'être submergée, j'en peux plus, j'en ai plein la tête, je sais plus par dans quel sens prendre ma to-do list, j'oublie un rendez-vous, j'ai mon post-it qui est là, j'ai ma truc qui est là, je sais plus. L'impression d'être, tu sais, cette truc sous pression là qui va exploser à un moment donné et puis c'est aussi des fois la sensation, tu arrives au bout de ta journée, tu es lessivé, mais tu te dis que tu n'as rien fait. Mmh. Alors que Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, notre sentiment de charge mentale n'est pas forcément proportionnel, pardon, à la quantité, de la charge. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des moments où on a tellement de choses à faire, mais on le gère très bien, et puis il y a d'autres moments où on a beaucoup moins de choses à faire, avec une impression d'avoir une charge mentale très élevée. Et ça, c'est c'est un oui, vas-y. j'allais dire, en fait, c'est intéressant parce qu'on peut pas quantifier la charge mentale, elle est extrêmement personnelle. Non. Puis ça dépend de ton cycle féminin. En fonction de où tu en es dans ton cycle féminin, clairement, si tu es à la période juste avant tes règles, c'est pas là où la charge mentale, tu l'absorbes le mieux. Quand tu es en ovulation, tu vas pouvoir être beaucoup plus, expansive et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et puis, bah, quand tu ne vis pas seule, c'est aussi, les autres, ce qu'ils te donnent, ce que tu prends, tes ressentis. Enfin, il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur notre charge mentale qui font qu'à des moments, bah, même si tu as l'impression que tu te noies dans un verre d'eau, bah, tu te noies, même si c'est qu'un verre d'eau, mais il faut s'en sortir. J'adore, même si c'est qu'un verre d'eau. Audrey, j'ai une question là qui m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé quelle était la différence entre une to-do list et un bullet journal. Très bonne question. La to-do list est un élément de ton bullet journal. Moi, dans un bullet journal, tu peux aussi bien avoir ton agenda, donc gérer ton planning annuel, mensuel, quotidien. Tu peux très bien avoir donc ta to-do list quotidienne ou ta master to-do list qui est elle plutôt la liste de toutes des choses que tu as à faire. Moi, je différencie les 2 parce que si tous les jours tu t'amuses à regarder tout ce que tu as à faire dans ta to-do list, là, tu prends une bonne dose de charge mentale. Tandis que si tu les sélectionnes les quelques petites actions que tu es en capacité de faire ce jour-là,
ça va mieux. Dedans, je peux avoir ma liste de livres à lire, mes projets pour ma cohérence, toutes ces choses-là. Ouais. Tu parles d'un agenda papier ou d'un agenda, numérique? Le bullet journal, il peut remplacer les 2 en fait. Ouais. Moi, aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de rendez-vous, ça tient pas dans mon bullet, donc j'ai un agenda numérique qui permet en plus de travailler en équipe. Mais avant d'avoir tous ces rendez-vous, toute ma partie agenda, quelle qu'elle soit, était dans mon bullet. Mmh. C'est rigolo parce que en fait, je me suis toujours, organisée de manière un peu, aléatoire et très papier. Aujourd'hui encore, ouais, j'ai un agenda papier, et quand j'écris sur mon agenda papier, je sais que c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a ajouté l'intentionnalité d'écrire les choses. Parce que j'ai l'impression que quand je reçois des rendez-vous, sur mon téléphone ou sur mon agenda numérique, j'ai pas la même sensation de cristalliser l'information. Et je trouve que là, c'est intéressant de se dire, bah, en fait, il y a pas, un mode opératoire pour toutes. Peut-être que c'est l'occasion aussi de rappeler à quel point l'introspection, je sais que tu parles aussi beaucoup de ce sujet, apprendre à se connaître, va jouer un rôle, dans la définition de notre organisation quotidienne. Et puis l'introspection, je pense que c'est assez nébuleux. Est-ce que tu veux nous la définir? Peut-être en quoi est-ce que, enfin, quels sont les outils ou, c'est quoi l'introspection ou, comment est-ce qu'on peut en fait, customiser tous ces conseils qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et vraiment se les approprier? Mmh. Alors, puisqu'on parle de l'organisation et l'organisation, pour moi, quand on a un problème d'organisation, c'est rarement un problème d'organisation. Donc l'introspection, c'est-à-dire, bah, mieux se connaître, savoir qui je suis à l'intérieur de moi, pas celle ou celui que je suis censée être ou que je voudrais être ou que les autres attendent que je sois. Non, c'est moi, vraiment moi. Et c'est pas si je préfère la fraise ou le chocolat, hein, c'est qui je suis. Et ça, on le travaille, bah, par des questions d'introspection, le journaling. Du journaling, bah, soit c'est de l'écriture libre où j'écris un peu ce que je ressens ou soit je réponds à des questions prédéfinies. Ça peut être aussi un travail, bah, avec un coach ou un psy. On travaille pas les mêmes facettes, mais pour mieux se connaître, c'est quand même indispensable. Et en quoi ça va être utile? Bah, je sais c'est quoi mon important, donc je sais ce que j'ai à mettre au cœur de mon temps. Je sais ce que j'aime, je sais quelles sont mes limites. Et après, bon, une fois qu'on a fait l'introspection, il faut s'autoriser. Faut aller un peu plus loin, mais déjà savoir ce dont j'ai besoin, ce que j'aime pas, ce dont j'ai envie, ce qui me fait du bien. Hem, Ça va vous aider à mettre au cœur de l'organisation, au cœur du temps, bah, ces choses-là et donc vous sentir mieux et éloigner le spectre du burn-out. Ouais. C'est, en t'écoutant, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément, évident pour une personne qui n'a jamais fait de burn-out, de se projeter vers tous ces outils, de développement personnel au global. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on reçoit des personnes après que ce soit passé. Donc, si là, je t'invite à vraiment dézoomer, tu vois, on va parler philo, société, un peu pensée comme ça générale. Qu'est-ce qui cloche en fait dans notre monde? On avait commencé par dire oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de cas de burn-out, mais vraiment, comment on peut faire en sorte que chaque être humain puisse s'adapter à nos rythmes de vie, sans devoir tomber très bas pour se rendre compte? Je vais poser ma question autrement pour être plus claire, parce que j'ai un peu réfléchi à voix haute, celle-ci, elle était vraiment sortie du chapeau, pendant notre discussion, c'est: comment est-ce que je peux m'éviter de toucher le fond avant de remonter? Bah, ça passe effectivement par l'introspection, qui je suis vraiment. Si je sors un peu de ces carcans familiaux, de notre héritage familial qui nous disent un petit peu comment on doit être, ce qu'on doit faire. Oser dire non à son héritage, mais pour oser dire non à son héritage, faut-il encore savoir ce que l'on veut réellement. Oser sortir de, bah, tout ce que cette société nous inculque parfois sans le vouloir, hein. Je fais des études, bon, c'est possible pour réussir parce que sinon je réussis pas, c'est pas bien. Enfin moi, à mon époque, faire des études manuelles, des études machin, c'était pas bien. Donc c'est déjà soi-même être, qui je suis et puis c'est aussi aujourd'hui en tant que parent, parce que comment faire pour que ça évolue dans l'avenir? Bah, c'est ouvrir la porte à nos enfants, de se dire: «Mais tu es tel que tu es, on t'aime tel que tu es, sois tel que tu es» et se dégager de nos attentes de parents pour que cet enfant grandisse avec son identité et pas la nôtre. Ça commence là, en fait. Ça commence à ce moment-là de se dire, bah, la personne que je suis aujourd'hui, j'ai des peurs, j'ai des craintes, des doutes qui sont ceux de mes parents, pas les miens, les miennes et il faut s'en détacher pour Ouais. pouvoir oser être soi et ça, c'est compliqué. Je me mets dans la tête d'une personne qui nous écoute. Comment je fais pour ne pas culpabiliser? Parce que j'ai l'impression que ça transforme mon identité. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui culpabilisent d'aller mieux. Hyper paradoxal, mais complètement logique. Heu, Comment on gère cette question de culpabilité? En plus, en femme, voulant être, peut-être, performer dans la société, trouver sa place, puis, je pense que c'est pas une question évidente, mais bon courage.
Merci Sarah. Comment je sors de cette culpabilité? Déjà, c'est en communiquant. Communiquant, tu vois, avec sa famille, communiquant avec ses parents, à leur pardonner leurs erreurs et se pardonner à nous, celles que l'on a faites. Parce qu'on en fait forcément et quand on dézoome, vraiment, on n'en veut pas à nos parents, c'est à nous-mêmes que l'on en veut généralement. Donc déjà, la phase du pardon, elle est juste indispensable. Avant de parler de culpabilité, c'est pardonner. Parce qu'une fois que tu as pardonné, que tu t'es pardonné plein de choses, bah, cette culpabilité, tu la ressentiras plus. Parce qu'elle est la résultante pour moi des blessures du passé. Là, je me Et suis bien. ouais, 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 non, mais en fait, c'est là où on en arrive à, tu vois, on a commencé par fatigue, burn-out, et en fait, on en arrive à des questions presque identitaires de qui suis-je, quelle est ma place dans le monde, et c'est ce que je trouve passionnant. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement au burn-out, on est encore dans la phase un peu superficielle, du politiquement correct. C'est pour ça que j'ai un peu foncé la porte en me disant, mais oui, en fait, fondamentalement, l'épuisement est peut-être aussi la conséquence, tu as parlé de perte de sens, mais la conséquence en fait d'une batterie énergétique qui s'épuise beaucoup parce que elle est pas en paix avec le rythme de vie, les choix de vie, et tout ça vient jouer un rôle, mais j'ai l'impression que c'est encore tabou. On n'en parle pas. Donc pour ça qu'on parle du burn-out déjà que professionnel, hein, voilà, parler de burn-out maternel, alléluia, ah mon Dieu, j'ai fait un épisode là-dessus et personne que j'ai eu qui enfin, j'ai failli pleurer pendant l'épisode tellement c'était fort. Et bien sûr qu'on ne le dit pas parce que c'est aussi l'éducation, c'est l'éducation nationale, c'est, plein de choses, c'est la société, c'est la télé, c'est les livres, c'est les contes pour enfants. On voit aujourd'hui les Disney, ils sortent un peu de Mon prince viendra, toutes ces choses-là, mais tout ça, ça a participé, donc c'est hyper vaste. Et aujourd'hui, le burn-out, c'est quoi? Bah, c'est un peu on parlait de la crise de la quarantaine avant, tu sais? La Mmh. crise de la quarantaine, un peu la crise identitaire, mais je suis qui là? Je fais quoi dans cette vie? Moi, j'ai beaucoup de femmes qui arrivent là en me disant: «Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, mais je ne le suis pas». Bam! Et là, culpabilité parce que, Mmh. bah, j'ai tout ce qu'il faut selon les dictats de la société pour être heureuse, mais je le suis pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Et ce décalage, parce que du coup, il y a une dissonance entre celle que je suis moi à l'intérieur et celle que les autres attendent de moi, et ben, ça fait une brèche, ça crée une brèche, ça fait que, bah, je surconsomme de l'énergie pour remplir cette case-là, mais que celle qui me correspond à moi, je la remplis jamais. Donc au bout d'un moment, bah, forcément cette énergie, elle se vide complètement. Et c'est ce décalage. Ce que j'entends, je pense, va faire tellement de bien à toutes les personnes qui vont nous écouter parce qu'on l'entend pas assez, et c'est thérapeutique que de démystifier et de poser des mots. Mmh. Hem Donc pareil que toi, moi j'ai jamais fait de burn-out, mais j'ai souvent été sur cette fameuse limite. Et là, il y a en fait, ce qui m'a sauvée, c'est des sortes de pare-feux, des sortes de clignotants vraiment rouges en disant stop, 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 parce que à un moment ou à un autre, j'ai eu, je sais pas, mes parents qui m'ont dit, la santé avant le travail. Des petites phrases comme ça entendues toutes petites qui reviennent à ce moment-là et qui vont en fait placer les choses, et on se rend compte à quel point c'est profond. C'est vraiment toute notre boîte noire, c'est tout notre vécu, c'est tout ce qu'on a engrammé qui va aussi jouer un rôle. Hem, donc enfin tu vois, le burn-out, on est parti quand même d'un petit Non, voilà, non, non. un sujet superficiel, et je te remercie pour ça, Audrey. Audrey, tu entreprends depuis combien d'années? Septembre 2016, donc ça va faire 4 ans et demi. Ouais. Et en fait, je vois de plus en plus de contenu, je suis entrepreneuse depuis 4 ans et demi, j'ai fait 0 burn-out, ouais! Les survivantes. Hem, Qu'est-ce qui fait que tu réussis aujourd'hui à trouver ton équilibre? Parce que je me connais mieux, parce que j'apprends à dire enfin, j'ai appris via l'entrepreneuriat et en devenant maman, j'ai appris à me connaître, tout simplement. Et mon bullet journal, tu as dit un mot hyper important tout à l'heure, l'intentionnalité. Mon bullet journal aussi m'a permis de vivre en conscience et avec intentionnalité chaque jour, de me poser la question chaque jour: «C'est quoi l'important aujourd'hui?» Et ça, quand tu es entrepreneur, prendre juste 5 minutes ou même salarié ou peu importe, pour ne pas être dans le: «Je me lève, je prends mon café, nanani, je fais la journée, j'arrive le soir». Ça on est déjà non, juste j'ai 5 minutes avec mon carnet ouvert où là, tac, je note tout et je vis tout dedans. Déjà ça, pour moi, ça a été, mais franchement, le truc qui a fait que j'ai déjà que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, commençons par le commencement. Sans lui, j'aurais jamais été là et c'est ce qui ça a été mon fil conducteur pendant toutes ces années
et j'ai mon équilibre. Moi, je suis en province, j'ai mon jardin, j'ai ma fille, la famille qui reste pour moi un socle hyper important. Donc si j'ai pas ma dose de famille, régulièrement, bah, j'ai un manque. Mais il y a aussi ces bases qui sont hyper importantes quand tu es entrepreneur, je trouve. Ouais. Cette discussion avec toi m'a fait du bien. Mmh. Ça m'a vraiment recentrée. Et puis je trouve que c'est important de pouvoir libérer la parole et de parler de choses simplement parce que ce qu'on vit, forcément quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. C'est qu'on n'est pas, parce qu'on ce qu'on peut ressentir aussi dans les cas de fatigue et d'épuisement, c'est l'isolement. C'est-à-dire que comme je suis fatiguée, je vais sortir moins souvent, je vais être moins en contact avec le monde. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Dopamine facile, je vais scroller encore plus sur les réseaux sociaux, je vais essayer de chercher des solutions par moi-même, je vais tomber sur Doctissimo, il va me dire que j'ai un cancer partout. Et en fait, c'est des spirales assez infernales. Et donc, ça fait du bien aussi de consommer du contenu comme ça. Donc, merci pour tout ce que tu partages. Merci beaucoup, Audrey. Et puis, je sais pas, je te laisse le mot de la fin. Merci. Moi, je dis souvent, celles qui m'écoutent et qui me suivent, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Mettez-vous au cœur de votre temps. Vous êtes votre priorité, seule et unique priorité. Vous d'abord, le reste après. J'adore. Audrey, il faut absolument que tu nous partages les liens du bullet journal de ton épisode aussi que tu as évoqué avec, tu m'as dit, j'ai eu un épisode émotionnel, c'était avec Burnout les maternel, on partage. exactement, donc burn-out maternel. Si tu penses aussi à d'autres ressources, n'hésite pas, je les mettrai toutes en description de cet épisode. Et puis, on te retrouve donc sur Instagram, ton propre podcast, Le bonheur me va si bien, et sur ton site aussi. Site, YouTube, Facebook, voilà, essentiellement Instagram où on met du contenu régulièrement et le podcast où vous avez un épisode chaque semaine. Elle est partout. Merci beaucoup, Audrey, merci.